amateurs de billets de France, bonjour. En cette année exceptionnelle où nous allons célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, Billets de France vous propose de découvrir ou redécouvrir ce personnage historique. Malheureusement, le temps n'est pas tant aux commémorations qu'aux polémiques. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui a décidé de partir en croisade contre les déboulonneurs de l'histoire. Je veux parler bien sûr de Thierry Lenz, historien renommé, directeur de la Fondation Napoléon. Il a publié chez Perrin, pour Napoléon, un livre qui répond à toutes les polémiques et que nous avons décidé de débattre avec lui. Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a amené à étudier Napoléon Bonaparte ? Alors c'est une histoire d'enfance puisque je suis malheureusement né en 1959, ce qui fait que ça fait beaucoup d'années, et j'avais 10 ans en 69, et donc 69 c'était le bicentenaire de la naissance de Napoléon, et la France s'était un peu habillée en Napoléon, même si on était un an après mai 68, apparemment les gens avaient eu besoin d'un petit retour à l'histoire, et comme le général de Gaulle avait ordonné les commémorations, même si de Gaulle est parti en avril, elles ont duré jusqu'au mois d'août avec une certaine, solennité et avec des émissions à la télé, avec ce que j'ai souvent raconté, on collectionnait les petits points sur les pattes Lustucru pour recevoir des images de Napoléon. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous aimez chez le personnage ? Ce que j'aime chez le personnage, c'est l'époque. C'est parce que c'est une époque compliquée. C'est une époque de rencontre entre deux formes de légitimité, presque entre deux époques. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment un homme comme ça, qui est un peu à cheval sur les deux, réussit à s'en tirer, ou pas d'ailleurs, sur cette rencontre. Et donc, après avoir beaucoup, comme tout le monde, étudié le Napoléon guerrier, etc., j'ai trouvé que les aspects politiques, administratifs, sociaux étaient, en tout cas de mon point de vue, plus intéressants. Et de toute façon, ils sont aujourd'hui beaucoup plus à la mode ou en vogue dans les études napoléoniennes. On a du mal aujourd'hui, par exemple, à trouver des historiens militaires de Napoléon. Il n'y en a plus beaucoup. Alors qu'à une époque, les gens ne travaillaient que le militaire. Et il y a une qualité chez Napoléon que vous appréciez en particulier ? Oh, écoutez, je crois que sur le plan personnel, Napoléon ne devait pas être quelqu'un qu'on aurait beaucoup aimé. Je pense qu'il était trop rapide, trop autoritaire, faisant pas tellement attention à l'opinion des autres. Voilà, donc il nous aurait probablement un petit peu agacé. Mais si vous voulez, il y a une qualité chez lui, c'est la clarté, quoi. C'est la clarté de ce qu'il veut, la clarté de ce qu'il dit, presque la clarté de ce qu'il fait. Il n'y a jamais rien de tordu, c'est toujours très direct. C'est une qualité qui existe encore, heureusement, mais qu'on a un petit peu de mal à trouver. Il faut chercher un peu. Quelle autre personnalité de l'Empire vous fascine le plus ? Alors écoutez, très bizarrement, c'est un personnage complètement secondaire qui est Pierre-Louis Roederer, qui a été président de la section de l'intérieur du Conseil d'État au début du consulat, qui a eu ensuite une carrière, on va dire, très très honorable, sénateur, ministre d'État du Grand-Duché de Bergue, etc. Mais c'est un personnage qui est originaire de Metz, comme moi, qui a d'abord été juriste, comme moi, et puis d'autant plus, on m'avait chargé de faire un exposé biographique dans mes travaux dirigés d'histoire du droit, donc j'ai été obligé de m'intéresser à lui, et au fond il m'a beaucoup intéressé. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup agi, il a beaucoup échoué, donc c'est un personnage très intéressant. Vous êtes directeur de la Fondation Napoléon. Quel est le rôle de cette fondation ? Alors la Fondation Napoléon est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1987 et dont le rôle est d'une part d'aider au développement, à la connaissance de l'histoire napoléonienne. J'ai bien dit l'histoire, donc pas de commémoration, pas de célébration, etc., mais plutôt des études historiques pour tous les publics, depuis les amateurs jusqu'aux professionnels comme vous, qui préparent une thèse, etc., et puis même au-delà, puisque la Fondation anime la chaire Napoléon de l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon, donc pour des étudiants de licence en histoire. Et donc ça, on va dire que c'est la partie historique, alors avec des outils qui sont l'Internet, les livres, les conférences, bon, bref, tout ce qui est possible. Et puis la deuxième partie, c'est la préservation de ce qu'on appellerait le patrimoine napoléonien, c'est-à-dire le patrimoine essentiellement bâti, évidemment, du Premier et du Second Empire.
Et là, d'abord, on s'occupe de notre propre patrimoine, puisque nous avons une collection d'objets assez importante, à peu près 1500 objets du consulat de l'Empire et du Second Empire, dont quelques trésors, puisque ce sont des objets qui ont appartenu à Napoléon lui-même ou à son entourage. Donc ça, c'est notre propre patrimoine qu'on essaie de préserver, c'est quand même la moindre des choses, mais aussi on aide à la préservation. On a par exemple une des premières interventions de la Fondation à sa création, ça a été de subventionner la restauration de l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile, qui n'avait jamais été restauré et puis qui était très abîmé par la circulation automobile, le temps, enfin, etc. Donc ça, c'était la première. Puis la dernière, la boucle est un peu presque bouclée, puisque nous avons aidé le musée de l'armée à restaurer le tombeau de Napoléon et les monuments napoléoniens des Invalides, ce qui est en train de s'achever dans les jours que nous vivons. On va célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, mort le 5 mai 1821. Alors, qu'attendez-vous de cette année de commémoration et qu'est-ce qui va être prévu justement ? Ouais. Alors évidemment, si vous étiez venu me voir, je ne sais pas, au début de l'automne dernier, je vous aurais annoncé un programme absolument fabuleux, parce qu'effectivement, il le sera, mais pas dans les conditions qui étaient prévues, puisque la crise sanitaire est passée par là, et donc beaucoup d'événements qui ont été prévus sont non pas annulés, mais ils sont décalés. Ce qui fait que ce qui aurait dû se passer au printemps va probablement se passer à l'automne, dès qu'on aura le droit de retourner dans les musées, d'être plusieurs à une conférence, éventuellement même d'aller dîner, bon. Voilà. Alors, le bicentenaire a été préparé, bien sûr, par une multitude d'institutions, et le rôle de la Fondation là-dedans a été un petit peu de les réunir pour se coordonner, pour faire un effet de masse. Et donc, on a créé un label qui s'appelle 2021 Année Napoléon, et qui a été adopté par aujourd'hui à peu près 120 institutions, qui vont de grosses institutions comme la Réunion des musées nationaux à des petites institutions comme des associations locales qui vont célébrer une illustration de la commune, quoi, de leur commune à l'époque. Parce que ce bicentenaire est devenu un petit peu, non pas le bicentenaire de la mort de Napoléon, mais le bicentenaire je dirais presque de toute l'époque, parce que on est à la fin d'un cycle qui a commencé en 1969, où vraiment les études napoléoniennes se sont développées comme elles ne s'étaient jamais développées auparavant. Et donc il y a besoin de faire des points historiographiques, mais il y a aussi besoin de se détendre et de s'amuser. Donc il va y avoir des expositions, une grande exposition à la Villette évidemment, avec, on va dire, un Napoléon un peu spectaculaire, et puis des choses un tout petit peu plus précises. Donc voilà, ça c'est le bicentenaire tel qu'il est prévu. Alors plus le temps avance et plus les choses sont remises. Il y a eu des choses qui se sont faites, mais si vous voulez, la visio c'est bien gentil, mais on ne peut pas faire toute sa vie en visio. Il faut quand même la vivre un petit peu au réel. Et en général, est-ce qu'on en fait assez pour le souvenir de Napoléon ? Écoutez, je pense qu'en général, on en fait assez pour le souvenir de Napoléon, parce que, évidemment, tout le monde va toujours se plaindre, les passionnés vont trouver qu'il n'y en a pas assez, mais enfin, quand vous regardez sur une année, par exemple, prenez simplement une année de télévision, par exemple. Bon. Ben, vous avez, en une année, vous avez une dizaine d'émissions sur Napoléon, quoi. Vous n'en avez pas autant sur le général de Gaulle, vous n'en avez pas autant sur Louis XIV, sur Clémenceau, vous en avez très peu. Bon, voilà, dans les hommes de l'histoire de France, Napoléon est quand même pas maltraité par les médias audiovisuels. Puis vous avez des quantités de livres qui sortent, vous avez sans arrêt, depuis 30 ans, des expositions sans arrêt sur l'art à l'époque de Napoléon, les grands artistes à l'époque de Napoléon, Napoléon lui-même, le musée de l'armée en a fait 5 dans les 10 dernières années. Donc il y a des associations qui vivent, etc. Je veux dire, Napoléon, il est aussi, il faut pas tout attendre toujours de l'État et du sommet, quoi. C'est-à-dire, si on veut s'intéresser à son histoire, ben, il faut aller un petit peu au charbon de temps en temps. Alors nous, la Fondation, on est là pour offrir des outils aux gens, des possibilités et ainsi de suite. Mais il y a partout des associations nationales ou purement locales qui s'occupent de ces sujets. Alors que tous les 4 matins, le président de la République ou le Premier ministre n'aille pas faire une cérémonie napoléonienne, je dirais que bon, ils auraient pu en faire plus. Mais ceci étant dit, on n'a pas non plus besoin d'eux parce que comme je le dis souvent, si c'est pour faire comme le centenaire de la bataille de Verdun, de faire courir des jeunes en basket sur les tombes des poilus, je veux dire, on a besoin de ça, quoi. Hein, donc on peut faire les choses plus calmement.
Bien que les préjugés, les mensonges soient aujourd'hui légion, quelle est la plus grosse sottise que vous ayez entendue sur la période napoléonienne? Écoutez, je crois que d'abord le concours n'est pas terminé, donc ce serait un peu injuste pour tous ceux qui ont encore de la réserve de bêtises de donner le classement maintenant. Si vous voulez, ce qui est très affligeant, c'est de voir qu'au fond, des gens qui normalement seraient des gens, on va dire, correctement cultivés, connaissant un peu l'histoire de leur pays, pourraient éviter de dire des bêtises, mais bien sûr leur objectif n'est pas l'histoire de Napoléon, évidemment. C'est un objectif politique direct, ou par contre, ce qui est beaucoup plus dangereux, des agendas un peu plus longs qui consisteraient à nous dégoûter de notre passé, à contester que la France ait jamais existé, ou des petites choses comme ça, hein, si vous voulez. On est alors dans les grosses bêtises qu'on a entendues, c'est tout récent, et je l'avais vraiment, celle-là je ne l'attendais pas, donc c'est pour ça que je la mets en tête. C'est l'accusation d'antisémitisme qui a été développée par Madame Autain, Monsieur Mélenchon, voire même Monsieur Corbière, si je ne m'abuse, sur la base de la lecture d'un seul livre d'un historien du judaïsme français qui, par ailleurs d'ailleurs, n'est pas que l'aspect négatif de Napoléon, c'est une étude beaucoup plus vaste et de très très grande qualité. Et puis surtout, on a utilisé cet argument, donc qui consiste à dire que Napoléon a été antisémite et qu'il a persécuté les Juifs. On voit bien que un peu de polysémitisme pour la France insoumise, c'est aussi se dédouaner de l'accusation d'islamo-gauchisme. Hein, vous voyez, ah ben non. Bon, et puis évidemment tout ça était dans le cadre de l'affaire de la mosquée de Strasbourg, donc on voit bien que ça a été un petit peu, tout ça a été lancé un peu vite, c'est un petit peu n'importe quoi, et surtout c'est historiquement faux. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas d'antisémitisme chez Napoléon. D'abord, le mot n'existe pas. Il n'y a même pas d'anti-judaïsme. La vérité, il faut la dire un peu brutalement, c'est que Napoléon, il s'en fout de ça. C'est-à-dire, ce qui lui l'intéresse, c'est que l'ordre public ne soit pas perturbé. Et donc, il y a eu, dans l'Est de la France, on lui a signalé des problèmes avec des prêteurs, des espèces de petits banquiers juifs qui ont spéculé, qui ont soi-disant brûlé les économies des épargnants, enfin, etc. Donc lui, pour éviter que ça ne dégénère, il a pris l'affaire en main et il a créé, après que la Révolution ait libéré les Juifs, lui, il a créé une véritable intégration des Juifs dans la société. Il l'a fait d'abord avec l'accord des rabbins de l'époque et des communautés de l'époque. Il n'y avait pas, on avait complètement dépassé à l'époque la ghettoisation générale des Juifs. Hein. Il n'y avait guère que dans l'Est de la France où ils conservaient leur ghetto, mais là volontairement, hein, on les obligeait pas à y vivre, mais c'était leur façon de vivre. Partout ailleurs, les Juifs étaient en voie d'intégration. Il y avait même dans l'entourage du gouvernement, il y avait des financiers, etc. Bon, qui travaillaient pour eux. Donc Napoléon crée ce statut. Il y a 3 décrets en mars 1808. Il y en a un qui prononce un moratoire sur les dettes dues aux Juifs dans l'Est de la France. Voilà. Donc c'est ce que les historiens du judaïsme au début ont appelé le décret infâme, parce qu'évidemment, il spoliait les prêteurs juifs. Alors il faut savoir qu'il a eu une durée limitée dans le temps et que Louis XVIII ne l'a pas prolongé. Donc ce qui fait que, en fait, la situation est restée dans l'ordre. Mais le statut des Juifs mis en place par Napoléon en France, dans l'Empire français, était unique au monde. Enfin, ou unique en Europe, si bien qu'au moment de la chute de l'Empire, lorsque s'est réuni le Congrès de Vienne, les Juifs de toute l'Europe ont envoyé des délégations à Vienne pour demander au Congrès de ne pas remettre en cause la législation française. Donc voilà, il y a une discussion possible, mais il ne faut pas commencer la discussion en disant Napoléon était antisémite. Bon, après on va nous dire qu'il était raciste, après on va dire qu'il était misogyne, et puis après on va dire je ne sais pas quoi, hein, qu'il se grattait la tête. Bon, tout ça n'a pas de sens. En plus, c'est c'est mettre dans le débat présent un personnage du passé qui en plus peut absolument pas venir se défendre, et dont notre rôle à nous n'est pas de le défendre, mais c'est d'expliquer pourquoi il y a des exagérations qui n'ont pas de sens, quoi. Hein. Je dis toujours, comme on n'est pas obligé de tout savoir sur Napoléon, mais quand on veut en parler, et surtout quand on est un représentant de la nation avec des responsabilités, on essaye d'en savoir un tout petit peu avant de produire du son.
parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Madame Autain est, comment dire, elle est assez coutumière du fait. Il faudrait quand même qu'elle se cultive un petit peu sur l'histoire napoléonienne avant de parler, quoi. Justement, vous venez de sortir un livre pour répondre à toutes ces polémiques qui s'appelle Pour Napoléon, qui est à la fois un coup de gueule et en même temps un appel à ne pas se résigner. D'ailleurs, vous utilisez les propos de Jean-Paul II, n'ayez pas peur, pour indiquer à vos collègues de ne pas se laisser entraîner par le vent et en même temps de répondre justement aux polémiques. Alors, est-ce que vous pensez que les historiens aujourd'hui manquent de courage ? Non, je crois que, vous savez, c'est la première fois, moi, en 40 ans, que je prends la défense de Napoléon. Enfin, en plus, il y a aussi quelques critiques dans le livre, donc c'est pas exactement une défense. D'abord, juste le titre est choisi en réaction à une réunion d'un assez haut niveau à laquelle j'ai assisté, où tout le monde disait oui, mais si on parle de Napoléon, faut ci, faut ça, faut ci, faut ça. Et moi, je leur ai dit à la fin, écoutez, puisqu'il en est ainsi, appelez votre exposition contre Napoléon, ça sera beaucoup plus simple. Et en sortant de là, je me suis dit, tiens, contre Napoléon, pour Napoléon, il faudrait quand même qu'on réponde à ces gens, généralement pas des historiens, plutôt des fonctionnaires, plutôt des responsables de musées, qui viennent vous raconter, le public veut qu'on lui parle du rétablissement de l'esclavage, le public veut qu'on fasse un grand panneau ou une grande salle sur le droit des femmes, etc. C'est pas vrai. Il y a des problèmes historiques qui sont posés, qu'on affronte, qu'on confronte à la connaissance, mais il n'est pas vrai de dire qu'on a caché ça. Et il n'est pas vrai de dire non plus que Napoléon se réduit aux erreurs qu'il a commises. C'est tout à fait. Alors, ce qui est parfois, on aurait envie parfois d'être méchant en disant que ce sont les petits hommes d'aujourd'hui qui s'attaquent aux grands hommes du passé, et qu'au fond, ils n'ont même pas fait un centième de ce que lui a pu faire avec les moyens qu'il avait à l'époque, mais ce serait un petit peu trop facile. Je crois donc qu'il faut leur parler d'abord du fait que c'est de l'histoire, que ça n'est pas un sujet brûlant de politique actuelle, c'est de l'histoire, donc que l'histoire ça correspond quand même à un certain nombre de règles, et qu'une fois qu'on a la connaissance historique, on peut éventuellement être amené à dire un peu moins de sottises. Mais voilà. Alors c'est un petit peu ça dont j'ai voulu parler. C'est la partie, on va dire, purement historique du livre. Et puis il y en a une autre où je tire un peu la sonnette d'alarme en disant attention, Napoléon n'est pas l'objectif de ces gens. Je ne parle pas des députés, etc. Je parle des petits groupuscules, la Ligue de défense des Noirs, je sais pas quoi, les Femmes galopantes ou autre chose. C'est pas Napoléon leur but. Vous dites dans votre livre qu'ils n'ont pas l'enracinement dans leur logiciel. Et qu'est-ce que vous entendez par là ? L'enracinement, c'est-à-dire que déjà ils ont pas un enracinement culturel, je vais dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié l'histoire, ce qui ne les empêche pas d'en parler. Alors j'allais dire savamment, non, justement. Et puis l'enracinement, c'est aussi ce qui fait qu'une nation, si nous voulons toujours en former une, j'ai le droit d'utiliser le mot, une nation, elle est unie autour de toute une série d'éléments qu'on dirait sociologiques, mais il y a aussi des éléments culturels. Et parmi eux, l'histoire. Et alors on va me dire, oui, mais les immigrés de la deuxième, de la troisième ou de la première génération, mais écoutez, moi je suis d'origine, alors c'est vrai que c'est plus lointain, c'est au niveau des arrière-grands-parents, mais j'ai des Italiens et des Luxembourgeois. Je veux dire, ça ne m'empêche pas de considérer que l'histoire de France est mon histoire. Certains en parlent. J'ai entendu Manuel Valls récemment, qui lui, j'allais dire c'est encore pire, puisque le papa est espagnol et la maman est suisse italophone. Voilà, et lui considère que voilà, c'est son histoire aussi à lui. Moi, j'ai vécu un moment, alors vous allez me dire, ça va être, là, il parle de ses vieux souvenirs, c'est l'histoire de grand-papa, mais moi, je suis originaire d'une région sidérurgique, donc, et d'un milieu ouvrier, et nous étions dans les classes où j'étais, des petits Maghrébins, des petits Yougoslaves, des petits Italiens, des petits Portugais, etc., qui venaient d'arriver en France. Et jamais personne ne leur a enseigné que leurs ancêtres étaient les Gaulois, contrairement à ce qu'on dit. Hein. On l'a peut-être fait au début du XXe siècle, etc. Mais simplement, on leur faisait bien comprendre que cette histoire-là était une espèce d'histoire commune.
Alors c'est vrai que ça n'était pas une histoire complexe, que ça n'était pas une histoire très sociale, comme on dirait aujourd'hui, que c'était beaucoup d'histoires batailles, etc. Bien sûr. Mais c'était aussi, l'histoire était une partie du creuset qui faisait que les gens se réunissaient. Et c'est pour ça que je dis que l'enracinement, même très récent, est nécessaire pour comprendre une société et pour comprendre aussi que d'autres ne sont pas d'accord avec vous, parce qu'au fond, qu'il y ait des gens qui aient envie de, je ne sais pas, qui aient pas envie de considérer la France comme leur pays, je vais vous dire, à la limite, à l'extrême limite, c'est absolument leur droit. Simplement, ils ne peuvent pas dénier aux autres cet attachement, cet enracinement et ce désir de vivre ensemble, comme on pouvait dire, qui n'est pas le vivre ensemble, mais qui est un désir de vivre ensemble. Donc finalement, cette négation de l'histoire, est-ce que c'est au fond ne pas remettre en question et effacer même le patriotisme et l'amour de la France chez Oui. les Français et puis même les gens plus récemment qui sont arrivés en France? Oui, évidemment. C'est pour ça que je vous disais que Napoléon n'est né que dès que le monument a déplacé ou a déboulonné. Ce qui suit derrière, c'est tout ce que certains, au fond, ont le droit d'apprécier, l'autorité de l'État, l'unité nationale, une certaine dose de centralisation. Il y a des gens qui vibrent au sacre des rois et à la fête de la Fédération, etc. Ça continue à exister. Et je ne vois pas pourquoi, de quel droit et au nom de quoi, tout ça serait ringard, signe d'un souverainisme éventuellement fascisant, etc. Je veux dire, moi je fais partie d'une génération où, comment dire, la liberté d'expression était à conquérir. Les années 60, la télévision tenue par les gaullistes, enfin, etc. C'était quelque chose à conquérir et où même les partis un peu extrémistes, ou par exemple le Parti communiste français, etc., luttaient dans le sens de cette démocratie libérale qui était « conquérons la liberté d'expression ». Aujourd'hui, elle est conquise, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. On peut à peu près dire tout et n'importe quoi, avec des limites. Surtout n'importe quoi. Ça arrive, ça peut arriver, mais ça m'arrive aussi, rassurez-vous. Et voilà, et on considère que tout ça est un acquis et que donc on peut revenir sur un certain nombre des conditions. D'ailleurs, je fais remarquer qu'on n'y revient pas, on ne vous empêcherait pas, par exemple, de parler pour la liberté d'expression, parce que c'est quand même un monument, ça, la liberté d'expression. Simplement, on va vous dire, vous me blessez. Donc, puisque vous me blessez, ça n'est plus de la liberté d'expression. Vous êtes en train de m'agresser physiquement. C'est-à-dire, c'est plus des mots, c'est une agression physique. Si je dis Napoléon a eu raison de rétablir l'esclavage, ce que je n'ai évidemment jamais dit, on ne va pas me dire vous n'avez pas le droit de le dire. On va me dire ah, vous m'avez blessé. Donc du coup, je sors du cadre de la liberté d'expression et j'entre quasiment dans le cadre pénal des coups et blessures, quoi, si vous voulez. Et laisser faire ça, parce qu'on le laisse faire, il faut quand même le dire, c'est tout de même quelque chose qu'on finira par payer. Et justement, c'est dénigrer la culture et on a toute cette mouvance-là qu'on appelle cancel culture qui vient des États-Unis et qui arrive malheureusement dans nos universités. Est-ce que ce courant idéologique est réellement dangereux et quels seraient les remèdes face au discours justement racialiste, colonialiste et islamo-gauchiste ? Alors écoutez, alors on va essayer de les séparer. Évidemment, la cancel culture, elle est à nos portes. Elle est là, elle frappe. Alors, il y a des endroits faibles où elle s'installe, Sciences Po, quelques universités parisiennes, Sciences Po Grenoble, et ainsi de suite. Mais si vous voulez, je crois que la tendance à la lâcheté, elle est très largement partagée un peu partout. Mais surtout, toutes ces, ces doctrines, elles se sont enracinées petit à petit dans les universités. C'est-à-dire que ça ne fait pas irruption. Le terrain a été préparé par, on va dire, la philosophie, les fameuses French Studies, etc., dont on est si fier et qui, en fait, nous amènent à notre perte. Et puis, c'est préparé aussi par le fait que les minorités sont très agissantes et que même un recteur ou même un président d'université finit par avoir peur.
parce que sa responsabilité, c'est toujours ce problème-là, c'est sa responsabilité, va être mise en cause, puis il n'a pas envie qu'on dise vous êtes raciste, vous êtes ci, vous êtes ça. Or, interdire des manifestations de la cancel culture ou du racialisme, ça n'est ni être contre la culture et ni être raciste, c'est simplement faire respecter l'ordre public, quoi. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que tout ça est à nos portes, qu'on voit bien dans les premiers débats sur le bicentenaire de Napoléon que c'est bien ça qu'on demande, hein, c'est de ne pas commémorer, c'est d'effacer du territoire commémoratif. Donc on voit bien qu'ils sont en train de pousser la porte. Bon. Comment lutter contre ça? Il n'y a pas 36 solutions, c'est le courage. C'est le courage et l'application de la loi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Une fois qu'on a dit ça, tout le monde va vous dire oui, mais j'ai du courage, mais il faut quand même tenir compte des temps. Ben, une fois que vous avez quelqu'un qui va déjà vous dire ça, vous savez qu'il va reculer. Il faut faire preuve d'un petit peu de courage, ne pas céder à tout. Éventuellement, lorsqu'on essaie d'interdire une conférence ou de chahuter une conférence, faire intervenir les appariteurs ou les forces de l'ordre en cas de besoin. Enfin voilà, quoi. Après, on va venir pleurer en disant on peut plus rien dire. Ben oui, mais sauf qu'au moment où tu pouvais encore dire quelque chose, tu n'as rien dit. Hein. Alors je pense que ça, c'est aussi quelque chose, parce que je ne suis pas une grande victime de tout ça, mais bon, j'ai eu l'occasion de le tester, puisqu'on a interdit une de mes conférences, on a annulé une de mes conférences sous prétexte qu'il n'était pas bon de parler de Napoléon par les temps qui courent. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bon, peu importe. Parfois, j'ai été agressé verbalement dans des conférences, etc. Bon, ça, c'est pas bien grave, c'est toujours arrivé, hein, évidemment. Mais le fait que quand même une direction d'une école de commerce assez prestigieuse décide d'annuler une conférence parce qu'il ne faut pas parler de Napoléon, ça m'a quand même fait quelque chose, d'autant plus que je ne suis pas réputé pour crier vive l'empereur quand je monte au podium, quoi. Hein, voilà. Et donc face à tout ça, les remèdes que vous considérez comme essentiels? Écoutez, moi, les remèdes, alors d'abord, c'est pas mon métier de donner les remèdes. Hein. Simplement, je pense qu'il y a plutôt que de toujours reculer, il y a un moment où il faut arrêter de reculer, où il faut faire preuve d'un petit peu d'autorité, où très probablement il faut laisser le phénomène actuel, parce que on pourra dire tout ce qu'on veut de la période qui s'écoule depuis 2017, il y a quand même eu des changements assez importants dans l'éducation nationale sous l'impulsion de Blanquer et du Comité national des programmes. On a complètement révisé les programmes et sont en train de se mettre en place des nouveaux programmes qui, à mon avis, vont dans le bon sens. C'est-à-dire on rétablit la chronologie, on rétablit l'étude du 19e siècle français en première. Ça avait été supprimé des programmes, c'est-à-dire que vous sautiez directement de la Révolution française à la Troisième République, voire à la guerre de 14. Donc c'était quand même... Enfin, je veux dire, on aura beau dire, mais la chronologie, ça a quand même une petite continuité. Hein, bon, donc il faut s'en servir. Et donc tout ça, je trouve, va plutôt dans le bon sens au niveau des programmes. D'ailleurs, le peu qu'on puisse sentir avec les professeurs, c'est que c'est plutôt bien pris par les professeurs, même s'ils ont râlé un peu au début, même si, etc. Mais ils se rendent bien compte quand même que pour le bien des enfants, ça les structure un petit peu. Plus tard, ils auront le temps d'aller voir la critique, plus tard, ils auront le temps d'approfondir leurs études, etc. Mais on peut pas exiger d'un enfant de 4 ans ou de 6 ans ou de 15 ans qui crée lui-même son socle culturel comme on le demandait à une époque. Non, alors dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de maître. On laisse les gens dans une bibliothèque, on fait ce qu'on appelait à une époque les ateliers pédagogiques personnalisés, où chacun va dans le tiroir chercher ce qui l'intéresse. Puis s'il va rien chercher, on lui dit rien non plus. Bon. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis je crois qu'il y a aussi un facteur qu'on oublie un petit peu, qui est la disparition des partis politiques. La disparition des partis politiques, je ne parle pas du tout sur l'animation de la vie politique, mais ils avaient tous une ambition de formation de leurs militants. Et qui était une formation y compris culturelle. Alors chacun faisait les choses à sa façon. Je veux dire, l'école des cadres du Parti communiste français était probablement pas adaptée à tout le monde, etc. Mais il y avait cet effort. Moi qui viens d'un milieu ouvrier, il y avait des collègues de mon père qui lisaient Le Monde tous les jours. Je veux dire, ils étaient ouvriers lamineurs, mais ils étaient abonnés au Monde. Et leur plaisir en rentrant chez eux, c'était d'avoir Le Monde. Alors ils avaient celui de la veille, parce qu'à l'époque ça n'allait pas aussi vite. Mais voilà, c'était ça. Moi j'avais le père d'un de mes amis qui travaillait dans un laminoir. Son truc, c'est quand il rentrait de l'usine à 2 heures, il mangeait et après il était
content, il pouvait lire Le Monde, quoi, si vous voulez. Et de même, on lisait beaucoup plus de livres qu'aujourd'hui. On avait quand même compris que le monde était un petit peu complexe. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est simple, quoi. Il suffit de dire et ça se passe, ou il suffit de mentir et tout le monde le croit. Et alors ça, à mon avis, on ne pourra pas le récupérer parce que ce type de structure n'existe plus, probablement n'existera plus. Mais bon, certains essayent de s'organiser sur les réseaux sociaux pour faire des choses un peu moins bêtes, mais ça c'est un vrai problème, c'est un pur problème de citoyenneté, de formation des citoyens, alors qu'ils l'étaient au travers de leur parti politique autrefois, qui maintenant n'ont plus ce type de... D'autant plus qu'on a quand même, depuis la fin des années 70, même le milieu des années 70, on a quand même laissé aller l'école un petit peu n'importe comment, quoi, hein. C'est-à-dire que les programmes changeaient tout le temps, il n'y avait plus d'exigences, alors de moins en moins d'exigences vis-à-vis des élèves, ce qui fait que la catastrophe qui était annoncée par certains dans les années 90, elle se passe en ce moment, puisque la France recule dans tous les classements possibles et imaginables, quoi, hein. Donc voilà, alors je dirais il faut un petit peu d'autorité et de responsabilité. Quand je dis responsabilité, c'est quand un homme public ou un responsable fait une erreur, il faut s'en séparer. C'est comme ça. Quand on travaille mal, on est mis dehors. Et puis, il faut travailler sur le système éducatif et probablement trouver une façon de faire prendre conscience aux médias qu'on est en train de creuser notre propre tombe. On va partir maintenant sur quelques points historiques. Et justement, vous parliez de partis politiques. On sait que pendant la Révolution, Bonaparte était un partisan de la République, assez jeune, et il fut même proche des milieux jacobins. Est-ce que Napoléon, au fond, est un homme de gauche ? Alors, déjà, Napoléon, en son temps, il a été considéré comme un homme de gauche, hein. Il était, tous ses adversaires étaient à droite, et voire très à droite, hein, que ce soit les royalistes modérés ou les royalistes ultras, voilà. Donc, il prenait un champ politique qui n'était pas celui de la droite, donc il était plutôt, on va dire, au centre-gauche. C'est vrai que il était plutôt un révolutionnaire de 1789, même si à un moment donné il a été attiré par le jacobinisme, mais ce qu'il aimait dans le jacobinisme, c'était le côté, lutteur, aventurier, probablement plus que les idées politiques. Alors c'est vrai qu'il s'est prononcé, par exemple, dans son livre Le souper de Beaucaire, pour les Jacobins contre les fédéralistes, mais ça, je dirais que ça correspondait aussi aux besoins de son ambition de l'époque, quoi. C'est la première fois où il arrivait dans l'entourage des gens au pouvoir. Bon, il se trouve que c'était les Jacobins, donc il s'est rallié aux Jacobins, parce qu'il avait quand même un peu d'ambition, cet homme-là, hein, il faut quand même le dire. Et donc on peut dire, oui, si vous voulez, il est de gauche dans son temps, ou du centre-gauche, parce qu'il est un héritier des Lumières et de la Révolution. Et quand on entend dire qu'il est le fossoyeur alors de la République, ça on pourra l'expliquer, mais surtout de la Révolution, c'est une erreur historique. C'est-à-dire, c'est pas, on dirait presque, c'est presque n'importe quoi, ça vaut en dessous de la moyenne. Et donc, pour répondre à votre question, à cette période-là, il apparaît comme un révolutionnaire modéré, donc plutôt un homme du centre-gauche. On dit que la trahison des notables qui ont pourtant servi l'Empire est apparemment l'une des raisons de la chute de Napoléon en 1814, mais est-ce que Napoléon a gardé le soutien du peuple jusqu'au bout de son règne ? Alors, les deux peuvent se discuter. Alors, parlons déjà du peuple. Ce qu'on peut savoir de ce que pensait le peuple, entre guillemets, c'est d'une part, il y a quelques indicateurs, les plébiscites, les élections aux assemblées primaires, etc., qui ont fonctionné, hein. Sous l'Empire, il y avait des élections tous les ans, enfin bon, peu importe. Le consentement à l'impôt, pas trop de résistance à la conscription, en tout cas au moins jusqu'en 1812, et ainsi de suite. Donc on sent une ambiance d'un esprit public plutôt favorable. Et puis, c'est vrai que c'est un peuple qui, bien qu'ayant fait la Révolution, se tient, on va dire, globalement tranquille pendant 15 ans. Hein. C'est donc qu'il trouve dans le nouveau régime certains avantages, et ça peut être des avantages pécuniaires aussi, puisque les études montrent que le revenu ouvrier a augmenté de 25% à peu près, hein, entre le début du Directoire et la chute de l'Empire. Donc il y a eu, on va dire, Napoléon a bénéficié à la fois de son autorité, de son action, de son aura et de tout ce qu'on veut, puis aussi d'une conjoncture qui a été plutôt bonne. Hein, voilà. Donc le peuple a soutenu probablement
l'Empire on va dire presque jusqu'à la fin, parce que d'abord les informations n'allaient pas vite du tout, hein, donc il y avait toujours un décalage, ce qui fait que la formation de l'opinion publique n'était pas massive et immédiate. Il fallait du temps pour que les nouvelles arrivent dans certains coins de la France, et ainsi de suite, pour qu'il y ait une réaction, pour qu'elles soient connues à Paris, enfin, etc. Donc c'est un moment où les communications étaient beaucoup plus lentes qu'aujourd'hui. Mais quand on dit beaucoup plus lentes, c'est beaucoup plus lente. Et par ailleurs, on ne constate pas, même au moment de l'invasion de 1814, de grande agitation populaire contre l'administration impériale. Alors pour ce qui concerne les notables, je dirais que c'est quasiment leur fonction sociale et politique de tous les temps, hein, c'est-à-dire d'aller vers le régime qui permet les affaires, qui permet de vivre tranquille, de commercer, et ainsi de suite. Donc qu'ils aient eu besoin du sauveur en 1800 et puis qu'ils l'aient recraché en 1814, ça fait partie de la logique des choses. C'est ni une trahison, c'est ni quelque chose de sale, mais c'est le phénomène que Napoléon Ier constate, que constatera Napoléon III, que constatera Clémenceau après la Première Guerre mondiale, que va constater De Gaulle, dans une certaine mesure aussi le maréchal Pétain. Enfin bon, voilà. Donc on va toujours, c'est la fameuse théorie de Tullard sur le mythe du sauveur, qui est tout à fait exact. On va chercher le sauveur, puis une fois qu'il vous a sauvé, vous n'en avez plus besoin, quoi. Bon, donc vous le renvoyez à sa charrue. Vous avez sorti un ouvrage en 2019, Bonaparte n'est plus, où vous montrez comment la nouvelle de la mort de Napoléon a été reçue en Europe. Comment ont réagi les Français en apprenant la nouvelle ? Oui, c'était justement, c'est un peu pour ça que je vous parlais de la difficulté de créer une émotion collective à cette époque. C'est exactement ce qui s'est passé au moment de l'arrivée de la nouvelle de la mort de Napoléon. D'abord, il meurt le 5 mai, la nouvelle arrive à Paris aux alentours du 7-8 juillet, et les autorités royales sont assez affolées, elles se disent, tiens, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis en fait, il ne se passe rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des petites manifestations, 10 personnes par-ci, 20 personnes par-là, des gens qui se réunissent à la colonne Vendôme, quelques peintres, dont Horace Vernet, qui font vite un petit tableau, etc., qui le montrent aux gens, les gens vont le voir, puis après chacun rentre chez soi et on n'en parle plus. J'ai épluché les rapports de police de la France entière à cette occasion, et on constate que nulle part ça ne dépasse le petit groupe qui va pleurer. Voilà, qui va demander une messe particulière, qui se met à fabriquer des petites violettes en papier, qui fait des gaufres avec le profil de Napoléon. Alors ça, c'est terrible. Et alors, ce qui est marrant, c'est de voir que les policiers, qui dans leur rapport doivent bien raconter quelque chose, ils racontent ces faits-là, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont rien d'autre à dire que on a fait des réprimandes à monsieur machin qui, à Charleville-Mézières, fabriquait des gaufres au profil de l'usurpateur. Voilà. Donc il n'y a pas eu de grand mouvement à ce moment-là. Je le raconte un peu dans l'introduction. J'avais commencé à travailler sur ce livre au moment de la mort de Jean d'Ormesson et de Johnny Hallyday. Alors évidemment, je ne compare pas à Napoléon, mais c'est juste la réaction. Quand vous voyez l'enterrement de Johnny Hallyday, par exemple, où vous avez 500, 600 000 personnes sur les Champs-Élysées, elles sont là une semaine après la mort de Johnny Hallyday. Et tout le monde est là, il y a une espèce de grande émotion collective. Avec Napoléon, il a fallu 2 semaines pour que la nouvelle arrive à Bordeaux, puis encore une semaine de plus pour qu'elle aille à Rennes, et ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas eu ce moment où on se retrouve avec la peine. Il faut ajouter aussi qu'on est dans une période très basse de la légende napoléonienne. On est plutôt en pleine légende noire, hein. Napoléon a chuté 5 ans et demi plus tôt. La France a retrouvé la paix. Elle a quand même été occupée pendant 3 ans. Il a fallu rembourser, il a fallu un petit peu augmenter les impôts, faire des efforts. Et là, on en sort, quoi. Au moment, en 1821, on en sort. Bon, il y a eu l'assassinat du duc de Berry. Il y a eu, voilà. Donc la population s'est un petit peu serrée autour de Louis XVIII, qui n'était pas un roi détesté, hein, au contraire, hein, ça a été même, on va dire, c'est un des bons rois de l'histoire de France, et en même temps, sur le plan politique, il a fait des choses très intéressantes. Donc voilà, la mort de Napoléon, j'allais dire, alors j'exagère un peu, mais c'était, ah tiens, il était encore vivant. Voilà, c'était un petit peu ça. Certains ne croyaient pas qu'il était vivant, d'ailleurs. Certains était mort, certains pensaient qu'il était pas mort. Tout de suite, il y a eu des faux Napoléon un petit peu partout. Il y a eu des livres qui disant mais c'est pas vrai, il n'est pas mort, il s'est évadé, etc. Mais enfin, c'est quand même, évidemment, c'est un peu le risque dans lequel les historiens de la police ou de l'esprit public tombent toujours, c'est-à-dire dans les rapports, on ne trouve que les choses qui ne vont pas.
hein. Mais si vous faites le total des choses qui ne vont pas et que vous le rapportez à l'ensemble de la population, c'est rien, quoi, hein. C'est-à-dire, et là c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a même pas, on ne sent même pas la préparation de ce qui va se passer au moment de la publication du mémorial. C'est voilà. Bon, Napoléon est mort. Bon, alors il reste bien sûr les demi-soldes, il reste les anciens de la Grande Armée, quelques fonctionnaires de l'époque qui écrivent à leur famille, oh, ça m'a rendu triste, bon, etc. Mais ça ne va pas au-delà et ça ne cristallise pas politiquement. Et en Angleterre, même indifférence? Alors en Angleterre, très bizarrement, d'abord ce qu'on oublie et ce que les historiens britanniques ont longtemps oublié, c'est que l'opposition était très partagée sur Napoléon en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'oligarchie en Angleterre qui avait accaparé le pouvoir, mais qui ne pouvait pas empêcher, parce que c'était comme ça en Angleterre, la presse d'opposition d'écrire, les députés d'opposition de parler à la Chambre des communes, etc. Et on s'aperçoit qu'il y avait un courant de sympathie pour Napoléon qui était en fait le courant de sympathie pour les idées de la Révolution française, qui ont eu du succès en Angleterre. Mais l'oligarchie était tellement bien assise dans son pouvoir, et puis elle ne rechignait pas à utiliser les méthodes violentes, hein. Ça me fait toujours rigoler quand on dit Napoléon était un tyran sanguinaire. Enfin, je cite toujours cet exemple de la grève des ouvriers à la construction de l'Arc de Triomphe, qui menace d'arrêter les travaux, alors que Marie-Louise arrive, elle doit passer sous un arc de triomphe en bois. Ils disent, nous on arrête parce qu'on n'est pas assez bien payé. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors on prend le meneur et puis on l'emmène à 40 lieues de Paris, puis les autres on les augmente. À la même époque, en Angleterre, il y a des travailleurs du textile qui brisent des machines dans les usines pour protester contre la mécanisation, la concentration, etc. On en pend 70. Donc c'est pas toujours là où on croit trouver la tyrannie qu'elle se trouve, quoi. Après sa mort, sa légende a connu des moments plus ou moins brillants. Est-ce qu'aujourd'hui, cette légende est plutôt noire ou plutôt dorée en France? Aujourd'hui, je pense que c'est une légende qui est un peu l'un, un peu l'autre. J'allais dire presque incolore, parce que ça n'est plus. Je trouve qu'on n'est plus dans une époque où ça fait vibrer quelque chose. Moi, dans mon enfance, au moment du bicentenaire de 69, quelque chose se passait, quoi. D'abord parce qu'on avait le général de Gaulle, alors il y avait toujours cette comparaison, etc. Même si de Gaulle n'était pas un fanatique de Napoléon, il a bien sûr utilisé le bicentenaire en 69 pour redresser un petit peu ce qui s'était passé en 68. Aujourd'hui, comment dire, il n'y a plus une connaissance aussi fine qu'il y avait autrefois, parce qu'on n'étudie plus beaucoup cette histoire-là. Il n'y a qu'à regarder les chiffres de vente des livres, hein. André Castelot, 400 000 exemplaires de son Napoléon, Jean Tullard, 100 000 exemplaires du sien. Aujourd'hui, un auteur napoléonien qui fait 10 000, son éditeur vient le chercher à la porte et le raccompagne après, hein. Vous voyez, on n'est plus dans les mêmes proportions, dans la même soif des gens, et pourtant on constate que, exemple, quand Secret d'Histoire fait du Napoléon, tout à coup il y a plus de monde qui regarde. Il va y avoir des films du samedi soir, vous savez, le samedi soir Arte fait des documentaires. Là il va y avoir 2 documentaires, le 1er le 8 mai sur Arte, documentaire inédit sur Napoléon, vous pouvez être sûr qu'ils auront une bonne audience. Il y a un intérêt, mais c'est plus un intérêt qui vibre comme autrefois. Alors il reste des napoléoniens passionnés dans les associations, etc. Et tant mieux, hein, je veux dire, ils font vivre un petit peu ce milieu, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, hein. Souvenir napoléonien devait avoir 5000 adhérents en 2000, ils ont du mal à atteindre les 2000 aujourd'hui, vous voyez. Donc il n'y a plus la même façon de faire, quoi. Et justement, pour donner un peu l'envie aux personnes qui nous regardent, quel conseil de lecture vous donneriez pour découvrir Napoléon? Moi, je conseille toujours aux gens qui veulent commencer dans Napoléon, alors on va dire plutôt des jeunes gens, hein, mais même de plus anciens, c'est de commencer par le Napoléon, enfin le Bonaparte et le Napoléon d'André Castelot, parce que c'est bien écrit, parce que c'est sur le plan historique absolument on ne peut pas contester, c'est une vision un petit peu épique.
Voilà, la vie de Napoléon, c'est aussi bien qu'un roman. Donc quand c'est un bon écrivain qui vous la raconte, Quel roman que ma vie. Quel roman que ma vie, qui l'a peut-être pas dit, mais bon. Mais voilà, donc moi, mon conseil, c'est vraiment Castelot d'abord, et puis un petit peu de Gallo après, puis on passe à Tullard, puis on passe à Boudon, et peut-être à d'autres. Quel est le meilleur film réalisé sur Napoléon? Alors ça, je suis jamais d'accord avec personne, moi, là-dessus, parce que, évidemment, quand vous dites ça, tout le monde va vous dire d'abord le Napoléon d'Abelgance, puis après, on va vous dire les duellistes. Alors moi, il se trouve que le Napoléon d'Abelgance, évidemment, très grand film, etc., mais c'est quand même un peu long, quoi. On ne peut pas rester 6-7 heures à regarder un film muet, où les scènes durent quand même. Une scène qui durerait aujourd'hui dans un film moderne, on va dire 25 secondes, elle dure 25 minutes chez Abelgance, donc parfois c'est un peu tiré à la ligne. Sur le plan technique, sur le plan de l'idée du Napoléon qu'il veut montrer, c'est un truc génial. Il y a un journaliste américain qui disait il y a 3 grandes œuvres sur Napoléon, il y a la 3e de Beethoven, il y a Guerre et paix de Tolstoï et le Napoléon d'Abelgance. Il n'a pas tort. Bon, mais bon. Alors dans les films, après on va vous dire les duellistes. Moi je l'ai regardé plusieurs fois en me disant tout le monde me dit que c'est le meilleur film napoléonien. Franchement, j'arrive pas à y croire, quoi. Alors après, il y a les films zonzon, quoi, sur Napoléon. Alors les Sacha Guitry, etc. Même l'Austerlitz d'Abelgance est un petit peu plus intelligent, mais enfin c'est quand même un drôle de film. Alors moi, quand on me demande le film que je préfère, je dis toujours Monsieur N d'Antoine de Caunes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tout est faux dans le film, mais en même temps, tout est juste. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont écrit le scénario, que j'avais rencontrés à l'époque, sont des gens qui connaissaient bien l'histoire napoléonienne, qui sont capables de vous faire un petit clin d'œil que seul le spécialiste va reconnaître dans un coin de l'écran. Tiens, il se passe ça, et tiens, ils connaissent ça. Et en même temps, ils ont réussi, alors dans une ambiance complètement romanesque, etc., à faire un Napoléon à Sainte-Hélène qui ressemble probablement à ce qu'a été Napoléon à Sainte-Hélène, on va dire, avant de tomber vraiment malade, quoi. C'est-à-dire ce personnage qui à la fois se fait respecter comme un empereur. Il n'y a pas un gars, vous savez, dans le Napoléon de Clavier, il y a une scène où Tsunlo arrive devant la maison de Longwood et puis il tape à la porte en disant « Bonaparte, ouvrez », quoi. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Chez Monsieur N de Caunes, vous avez le type qui demande au grand maréchal du palais, qui demande au mamelouk, qui va demander à l'empereur, qui dit non, qui revient, qui dit non, et à l'autre on lui dit non, il peut pas. Voilà. Et j'ai trouvé cette ambiance, j'ai trouvé ça très bien. En plus, moi j'ai trouvé que Toretton était vraiment pour moi un Napoléon. Je sais pas si Napoléon était comme ça, mais j'aurais bien aimé qu'il soit comme ça. Pour terminer, alors dernière question, que diriez-vous à Napoléon s'il était en face de vous ? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes mort, normalement? Je sais pas. Non, j'ai pas de questions intelligentes à poser à Napoléon. Parce qu'au fond, j'en sais plus que lui sur lui, grâce aux archives et aux études. Voilà. Merci beaucoup Thierry Lenz. Je vous en prie, c'était un plaisir. J'espère que cet entretien vous a plu. Vous pouvez bien sûr retrouver les ouvrages de Thierry Lenz dans vos bonnes librairies. Pour Napoléon, Bonaparte n'est plus, Napoléon, dictionnaire historique. Quant à moi, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site www.billetdefrance.fr. À très bientôt.